que nécessaire d'investir ou de multiplier les investissements dans les domaines ou dans les solutions basées sur la nature, et cela pour atteindre les objectifs environnementaux. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette tranche écologique Objectif Vert qui s'ouvre une fois de plus ici dans les Maïndombe, précisément dans la ville d'Inongo qui est chef-lieu de cette province. Mais derrière moi, vous voyez, c'est ERA Congo, cette filière du géant américain Wildlife Walk, cette entreprise de conservation forestière qui s'est spécialisée en tout cas sur les questions de vente de carbone. Nous sommes venus une fois de plus pour aller voir les réalisations de cette entreprise, de ce projet Maïndombe Red Plus, initié par cette entreprise à l'intérêt au bénéfice des communautés, bien sûr. Et pour en parler, nous avons choisi de partir avec le directeur-chef de ce projet, en la personne du directeur Bruno Ilonga. Nous avons traversé avec lui le fameux lac Maïndombe jusque dans le village de Nsele Inge, ce village-là qui est à la fois chef-lieu du territoire de Inongo, mais également un des villages qui est couvert par le projet Maïndombe Red Plus. Je vous embarque avec moi, on va traverser et on va découvrir la suite après ces jingles. Amis de la nature, nous sommes dans la forêt. Dans le cadre de cette émission Objectif Vert, nous sommes venus ici dans les secteurs des Basengele, toujours dans la province du Maïndombe, en territoire d'Inongo. Nous avons parcouru une distance de 16 km depuis Inongo jusqu'ici. Nous sommes venus à la rencontre du chef Mpili, qui est le chef d'un des villages couverts par le projet ERA Congo. Alors, nous avons échangé avec le chef qui nous a parlé de la collaboration, des relations qui existent entre l'entreprise ERA et les habitants de ce village. Nous avons également échangé avec l'agronome qui nous a expliqué qu'ici, tout est civilisé en 3 zones, c'est-à-dire la zone de conservation intégrale, la zone agricole, mais également la zone tampon. Et ici, ils y font des plantations pérennes, justement pour permettre à cette population de plus tard pouvoir être indépendante, vivre justement en faisant moins de pression sur les forêts, en conservant les forêts d'une part, mais également en subvenant à leurs besoins. Je vous invite à suivre les interviews que nous avons passées avec le chef d'Mpili, mais également avec l'ingénieur. Nous avons une cohabitation harmonieuse avec la société ERA Congo depuis son arrivée dans mon village. Elle prend en charge les soins médicaux pour tous les membres de notre communauté. Elle a construit des écoles dans lesquelles nos enfants étudient dans de bonnes conditions, mais surtout gratuitement. En tant que chef, je sais que ERA nous appuie à cause de nos forêts, raison pour laquelle je me suis engagée à appeler mes sujets à l'utilisation rationnelle de nos ressources forestières et nous disons merci à ERA et lui demandons de pérenniser ses actions en notre faveur. D'abord, pour mettre ces palmiers ici, on avait demandé le chef. C'est le chef qui nous a donné cet endroit. Et par après, les gens sont en train de nous solliciter. Parce qu'à Inongo, quand on ira à Inongo, il y a des jeunes plantes qu'on a déjà produites qui sont là, qui en principe on doit amener aussi au niveau du village. Donc comme ils sont en train de nous solliciter, nous on leur demande de préparer déjà les terrains. Et dès que le terrain sera déjà prêt, on va amener ça. Ce sont leurs plantations à eux. C'est comme les écoles. Après avoir construit les écoles, on remet ça au niveau de CLD. Et le CLD va gérer ça. Mais les palmiers, d'abord on va les former parce qu'on ne peut pas leur laisser la plantation seulement comme ça. On va leur former qu'est-ce qui va venir après la récolte parce qu'il y aura des entretiens à faire. Et il y aura aussi parfois la longue de malaxer améliorés qu'on va leur donner, qui en principe doivent être aussi bien gérés, sinon ça va tomber en panne de temps à autre. Donc on va leur former et on va leur expliquer comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce qu'on peut faire des entretiens. Disons, former une équipe restreinte au niveau des CLD. Dans la forêt, il y a une zone agricole.
où nous, on ne peut pas interdire les gens à ne plus faire des champs. Mais il y a une zone agricole. Et cette zone agricole, c'est de là où nous faisons nos activités agricoles aussi. Mais il y a aussi une zone de protection intégrale. C'est de là où il y a une conservation intégrale. Mesdames et messieurs, après avoir été dans la zone agricole d'Mpili, où nous avons également échangé avec le chef du village Mpili, je vous rappelle que nous sommes toujours dans le secteur Basengele. Ici, nous sommes dans cet espace avec l'ingénieur Claude Mondesi, avec qui nous allons parler de la pisciculture, qui est une des activités que l'entreprise ERA fait ici dans cette partie du secteur Basengele pour accompagner justement la population, accompagner les communautés pour qu'elles puissent faire de moins en moins de pression sur les forêts. Ingénieur, bonjour. Bonjour maman. Expliquez-nous, nous sommes où présentement? Ok, ici nous sommes dans le village Mbwenzei, dans le site Mbwenzei. C'est ici que nous amenons nos activités piscicoles ici à Mbwenzei. Alors ici, cette activité pisciculture, elle est faite sur quelle étendue? Est-ce que vous pouvez nous donner la surface de cette étendue? Donc, au moins ici, nous avons 10 étangs, mais de différentes dimensions. Nous avons 6 étangs qui ont la même dimension de 20 x 20, au total 400 mètres carrés, multiplié par 6. Et puis, nous avons 2 étangs qui ont une superficie de 20 mètres x 42. Ok. Est-ce que vous avez déjà commencé à faire les productions? Est-ce que les productions ont déjà commencé? Est-ce qu'on peut avoir du poisson ici déjà? Non, nous avons aléviné ici le mois de novembre. Pardon. Vous avez aléviné, ça veut dire que vous avez mis les alevins? Oui, nous avons mis les alevins que vous voyez là-bas. D'accord. Au mois de novembre 2023. D'accord. Donc, nous n'avons pas encore totalisé même 6 mois. Donc d'ici là, on va maintenant pêcher. On va donner à la communauté qui font leur pêche. S'ils vont vendre ces haïs, donc nous travaillons pour démontrer la façon d'élevage des poissons ici à Mbwenzei. Donc on va dire que cet élevage de poissons est un élevage expérimental. Oui, ici à Mbwenzei, c'est la première fois qu'on élève les poissons. Et après, ce sera donné à la population, c'est elle qui va perpétuer cette activité. Oui. Ils ont quelques sources ici, aux environs, dans les zones toujours agricoles. Voilà. Ils ont quelques sources. Maintenant, comme ils ont appris, ils ont déjà appris comment faire un étang. Maintenant, c'est à leur tour d'aller faire dans leur site approprié. Mais ils ont aussi des étangs, mais c'est artisanal, on peut dire. Mais quels sont les poissons, les variétés de poissons qu'on trouve dans ces étangs ici? Bon, nous avons commencé avec les clarias, mais nous avons mis aussi des tilapias pour que les tilapias soient une source de production, une source de protéines pour les clarias. Donc, dès que les tilapias se reproduisent ici, il y a maintenant les clarias qui sont là, qui vont aller manger les tilapias, les alevins de tilapias, pour la protéine des clarias. Mais les clarias, c'est quoi en lingala pour tout comprendre? Parce que moi, je ne comprends pas clarias. Oui, en lingala, c'est ce que nous appelons ngolo. D'accord. Malgré il y a plusieurs ngolo, maintenant, nous, le nom scientifique, c'est Clarias gariepinis. D'accord. Donc, ngolo moko o babenga na lingala mpiki. Mpiki na lingala. Na français silure. OK. Na nom scientifique qui babenga Clarias gariepinis. Ah, ouais, boto comprends pas toi na silure. Na ko comprendre moi mais Clarias non je comprenais rien. Alors ingénieur, il y a peut-être nos capacités à production il y a étant 20 étangs où ils allaient. Il y a 20 étangs ici, n'est-ce pas? Ah, 10 étangs, d'accord. Alors dans ces 10 étangs ici, quelle est la capacité de production? Tout ça ici, beaucoup évaluer en gros, tout vous estimez on a combien? Non. Par exemple ici par mètre carré, nous avons mis 1000 poissons. D'accord. Par chaque étang ici, 1000 poissons. Après 6 mois, nous pouvons atteindre tout au plus 500 kilos. 500 kilos de poissons? De poissons. Confondus? Non, rien que les clarias. Ah, d'accord. Bon, les tilapias, nous abandonnons les tilapias parce que les tilapias, nous avons mis juste pour la protéine des clarias. Pour nourrir les ngolo. Au moment où nous manquons les aliments. OK. Maintenant, les clarias vont se servir des tilapias. Pour leur nourriture. Pour leur nourriture. Ah, d'accord. Alors, dites-nous, pourquoi faire ça? Parce que ici, c'est pas l'eau qui manque. On a le lac Maïndombe à côté. Pourquoi avoir initié ce travail? Pourquoi avoir initié cette activité de pisciculture ici? Merci beaucoup. Initier la pisciculture ici, c'est parce que vous êtes de passage. Si vous restez ici pendant 1 semaine,
2 semaines, vous aurez voir comment les gens ont tenté de crever de la famine ici. Malgré le fait que les lacs Mai-Ndombe à côté, Oui, oui. comment ils meurent de faim? D'abord, le lac en principe, le lac avait au moins, quand je suis venu ici, quand on a fait les enquêtes, on a trouvé au moins 68 espèces de poissons. Ok. Dans les lacs. Quand j'ai lu les archives des professeurs, ainsi de suite. Mais nous avons fait l'enquête, nous sommes arrivés à 28 ou 30 espèces de poissons qui restent maintenant dans le lac. Ah bon? Donc il y a la population qui a augmenté ici dans le Mai-Ndombe. Oui. Il y a maintenant la diminution des poissons dans le lac. Ok. Avec le système de filets de pêche moustiquaire, de filets moustiquaires qu'ils fabriquent ici, ça récolte presque tous les poissons. Ok. Et puis le lac, on n'a pas comme dans d'autres lacs qui ont un calendrier. Ce calendrier va permettre que dans cette période on peut pêcher ou on ne pêche pas. Donc ici, dans chaque période, chaque jour, il y a la pêche qui se fait dans le lac. Chaque jour au moins. Ok. Maintenant, ça fait une diminution des poissons dans le lac. D'accord. Alors, il faut régulariser le système de pêche dans le lac. D'accord. On n'a pas fait ce système-là. Il y a le gouverneur qui était ici à essayer de réguler la pêche ici, mais ça n'a pas tenu. Donc voilà pourquoi ERA a initié justement. Voilà. Donc ERA vise le repeuplement de poissons dans les étangs et puis dans le lac. Parce que nous avons amené déjà le matériel pour la reproduction artificielle de nos poissons ici. Pour clôturer, ingénieur, est-ce que la population, au Balbarnalinga, est-ce qu'il va se permettre parce que vous avez parlé de la pression démographique qui a fait qu'il y ait moins de poissons. Mais est-ce que la population a compris, vous leur avez expliqué pour bien fonder à Makababa Pisciculture, Bossa et la Bango? Parce que, exemple, ici, dans le Mbwenze, ici, quand il n'y avait pas la pisciculture, ici, on faisait des nasses. Mais c'est difficile d'avoir au moins un seau, soit plusieurs, ou soit un sac ou un panier là de poissons. Est-ce qu'ils ont compris l'intérêt? Maintenant, ils ont compris l'intérêt. D'ailleurs, actuellement, si je suis ici, il y a la population qui vient s'imprégner ici pour voir comment je suis en train de faire les étangs. Et il y a aussi la forte demande. Il y a ceux-là qui me demandent d'aller peut-être en Kundo, ainsi de suite, à Ngongo, pour faire les étangs. Donc ils ont besoin aussi que nous multiplions les étangs dans leur village, surtout le village de Bassenguele. Ingénieur, pouvez-vous me confirmer aujourd'hui que cette activité de pisciculture est une réponse à la dépendance soit à la forêt, soit au lac Mai-Ndombe? Oui. Nous serons à Lombe, vous allez voir les poissons qui sont à Lombe, vous allez voir comment nous avons multiplié les poissons, nous avons produit les poissons à Lombe et vous allez manger les poissons à Lombe. Merci beaucoup, ingénieur. Merci. Comme annoncé, chers amis, au début de cette tranche de votre magazine Écologique Objectif Vert, nous allons nous entretenir cette fois-ci avec le directeur du projet Mai-Ndombe Red Plus, sur la personne du directeur Bruno Ilonga, qui va nous répondre sur l'intérêt du projet, l'objectif du projet, à qui profite le projet, mais surtout à quel niveau ou quelles sont les réalisations, des nombreuses réalisations du projet à l'intérêt des populations de cette partie du Mai-Ndombe. Avec lui, nous sommes présentement dans le village bordant le secteur des Bassenguele. Avec lui, nous allons échanger sur toutes ces questions. Directeur, bonjour. Bonjour. Nous sommes venus ici dans la province de Mai-Ndombe dans le cadre de notre besoin de nous enquérir, de vivre ou de palper les réalisations d'ERA Congo. Ce projet dont vous chapeautez, en tout cas ici dans cette partie de notre pays. On va d'abord comprendre que vise le projet. D'abord, c'est quoi le projet Mai-Ndombe Red Plus? Ok, merci pour la question, madame. Nous œuvrons pour la conservation. D'accord. Et personne n'ignore sur les grands changements qui s'opèrent dans le monde sur le réchauffement climatique. Et notre société a ses objectifs dans le sens de l'atténuation de gaz à effet de serre. C'est pour ça que nous faisons la conservation ici au Mai-Ndombe. D'accord. Alors, directeur, dites-nous, le projet vise, c'est vrai, la conservation, mais c'est une conservation avec les communautés, pour les communautés ou sans les communautés? Je pense au départ du projet, nous avions fait les clips ensemble avec les communautés. Faire ce genre de projet sans communauté, ce sera incorrect. C'est-à-dire, nous travaillons ensemble avec les communautés locales. Nous avons cherché tout d'abord, au début du projet, leur consentement. Okay.
ils ont présenté les consentements et ils ont présenté également un cahier de charge. Okay. C'est ça ce qu'on applique maintenant. Donc nous travaillons avec les communautés locales qui sont gardiens de forêt. Alors, en amont directeur, le projet Mai-Ndombe RED Plus se trouve dans quelle partie de la province de Mai-Ndombe, dans combien de territoires, dans combien de secteurs? Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur la question? Le projet que je chapeaute se trouve dans la province de Mai-Ndombe, plus précisément dans le territoire d'Inongo. Okay. Nous intervenons sur 3 secteurs dans le territoire d'Inongo. Nous avons le secteur Tomezale, que vous avez visité hier, et présentement nous sommes dans le secteur Basengele. Okay. Et demain nous serons dans le secteur Bolia. Bolia, ok. Et donc le projet est étendu sur combien de surface dans ces 3 secteurs du territoire d'Inongo? Oui, la superficie de la concession est de 3000 hectares. C'est 3000 hectares. Alors, vous parliez... 300 000 hectares. Je m'excuse, c'est 300 000 hectares. Oui. 300 000 hectares, sur lesquels sont étendues une grande forêt. Forêt et des rivières, tout ça. Les rivières, les étangs. Les étangs, des savanes. Okay. C'est sur 300 000 hectares. Alors, comment se font les activités? Est-ce que ça se fait partout on fait la conservation? Comment ça se passe? Bon, c'est-à-dire... Au départ du projet, on a commencé tout d'abord par 2 secteurs, okay. Tomezale et Bolia. Tomezale, c'est là où il y a le béquet. Exactement, c'est là où il y a le béquet, c'est Tomezale. D'accord. Et par rapport à leur cahier de charge, nous intervenons. Parce que dans mon projet, j'ai plusieurs services, plusieurs départements. Nous avons l'intensification agricole, nous avons les inventaires forestiers qui est servi de la biomasse, oui. Nous avons servi de la biodiversité, nous avons l'infrastructure. Okay. Alors, par rapport au cahier de charges, tout d'abord, nous allons vers les communautés, écouter leurs désirata. Et nous ne leur imposons pas. Ça lui vient chez nous, voilà, bon, nous on veut ceci, on veut ceci. Parce que l'objectif principal, c'est quoi? Diminuer la pression sur la forêt. D'accord. Alors, pour diminuer la pression sur la forêt, il faut qu'il y ait plusieurs alternatives. C'est pour cela qu'on a songé à l'intensification agricole. Là, qu'est-ce que nous faisons? Nous amenons les communautés à réfléchir. C'est-à-dire, au lieu d'aller plus loin dans la forêt pour attaquer la forêt, on leur montre des activités beaucoup plus bénéfiques. Et alternatives? Exactement, c'est ça. Ouais. Il y a le maraîchage et il y a même des boutures améliorées que nous avons amenées du Bas-Congo qui est vraiment très apprécié ici. Alors, directeur, dites-nous, nous sommes venus sur la route, on a observé à certains endroits, en tout cas, comme on appelle, à l'orée de la forêt ou à la sortie d'un village, on a vu des arbres coupés, parfois on a vu comme s'il y avait de la fumée. Est-ce que, malgré votre présence ici dans ces secteurs que vous avez énumérés, est-ce qu'on continue à faire ou pratiquer l'agriculture itinérante sur brûlure? Non. Vous voyez, quand tu as de fumée, si il y a l'agriculture sur brûlure, c'est dans la zone agricole. D'accord. Parce que dans chaque contrée, dans chaque village, il y a 3 zones. Il y a la zone agricole, la zone tampon et la zone de la conservation intégrale. D'accord. Bon, sur la zone agricole, c'est très difficile pour mesurer cette communauté. Nous allons petit à petit à leur faire voir qu'on peut faire mieux que ça. D'accord. Donc, il n'est pas impossible de trouver encore aujourd'hui des gens qui pratiquent cette méthode prohibée. Alors, quelles sont les méthodes que vous mettez en place pour dissuader justement les communautés à ne pas faire l'agriculture itinérante sur brûlure? Exactement, c'est ce que fait l'intensification agricole. D'accord. On leur apporte des semences améliorées, par exemple. On fait la culture des oignons ici. Des oignons? Oui, en maraîchage. Ah, ok. Ouais. Okay. Et ils ont beaucoup plus de revenus qu'auparavant. D'accord. Et petit à petit, ça marche. Mais dans la partie intensification d'agriculture, vous disiez, est-ce que c'est tout le monde qui a mordu? Est-ce que c'est tous les agriculteurs qui ont mordu? Qu'est-ce qui justifie cette réticence? Bon, au départ, avec notre projet, c'est une nouvelle donne. D'accord.
Nous sommes juste au début. Ça, c'est notre 12e année. 12e. 12e, 11e. Parce qu'on a commencé le projet en 2012. D'accord. C'est notre 12e année. Au départ, c'était très difficile. Mais on sent petit à petit, il y a amélioration. Je sais que dans les 25 ans, c'est meilleur qu'aujourd'hui. D'accord, tant mieux. Vous avez parlé de l'aspect intensification agricole. Maintenant, on va voir l'aspect construction. Vous avez dit qu'il y avait un volet construction dans le projet. Nous sommes présentement dans une école que vous avez construite ou réhabilitée? Construite. Ici, c'est une école qui a été construite. Oui, il n'y avait rien ici. Il y avait rien ici. Et c'est une école de combien de classes? C'est 6 classes. Il y a 2 vacations. École de 6 classes et 2 vacations. Ces 2 écoles fonctionnent ici. Nous avons vu partout, nous sommes passés plusieurs écoles, à l'instar de celle-ci. Alors, le besoin des communautés est-il rencontré avec la construction de ce genre de bâtiments? Est-ce qu'ils se retrouvent dans ces bâtiments ici? Exactement. C'était dans les cahiers de charges. Au début du projet, quand nous avons fait les clips avec ces communautés, ils ont exigé des écoles, des centres de santé. C'est ce que nous faisons actuellement. C'est ce que nous faisons actuellement. Et ils sont très contents. Ils sont très contents de ça. Et après, bon, on constate maintenant qu'il y a quoi ça, la fréquentation des élèves. Ça a vraiment augmenté. Les enfants ont pris le goût d'étudier. Parce qu'on leur distribue des uniformes. La scolarité gratuite. Tout ça. Et vraiment, ça amène un engouement vers les enfants. On distribue les uniformes, les kits scolaires, tout ça. Mais directeur, vous savez qu'une école, ce n'est pas que les bâtiments, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites pour suivre? Parce qu'après, il y a ce besoin de, on va dire, comment ils appellent ça, d'appui ou de motivation des enseignants. Est-ce que vous avez pensé à tout ça? Est-ce que le projet prend en compte tous ces à côté-là? Exactement, madame. Ça, je vous dis ça. Nous payons tous les enseignants non mécanisés. Non mécanisés. Ouais, nous venons en appui pour les soutenir. Si ce n'est pas indiscret, combien sont-ils? Bon, par enseignant, je vous dis, un professeur à $150. Un maître d'école primaire à $100. Okay. Le préfet à 250. D'accord. Donc c'est vraiment une motivation terrible pour les enseignants. Alors, vous construisez des écoles, vous payez les enseignants, vous dotez même les élèves des uniformes, vous intensifiez en amenant des intrants ou des semences améliorées. Mais ces budgets sortent d'où? Cette enveloppe-là, hein, c'est quelle enveloppe où les projets sortent autant d'argent? Ça sort d'où? Mais c'est leur argent. Ah bon? C'est leur argent. Comment ça se passe? C'est juste pas. Nous sommes partenaires dans les projets. D'accord. Quand on va de crédit carbone, oui. Dans leur quotité, on leur fait ça. Alors, il faut rappeler déjà ici, hein, cher téléspectateur, que le projet REA Congo est spécialisé dans la vente de crédit carbone. Et c'est comme ça que vous avez les moyens de votre politique. Vous avez parlé tantôt de 3 zones, à savoir la zone agricole, zone de conservation intégrale et la zone tampon. Alors, dites-nous, dans la zone de conservation intégrale, est-il permis aux communautés d'accéder? Non, c'est-à-dire eux-mêmes ont délimité la zone de la conservation intégrale. C'est quoi la zone de la conservation intégrale? Ça se trouve trop loin de leur village et c'est trop fatigant pour y accéder. C'est ça qu'ils sont venus vers nous. Ils nous ont dit, voilà, bon, on peut limiter la zone intégrale à partir de tel point. Et nos ingénieurs sont passés avec les GPS, et on a tout calculé et nous nous sommes mis d'accord. Alors, pour revenir justement, donc cette partie-là qu'on appelle zone intégrale de conservation, qui est concernée par la vente des crédits carbone? Oui, exactement. C'est là où nous faisons nos inventaires de la biomasse. D'accord. Pour quantifier la séquestration et nous envoyer les données à Kinshasa pour le calcul. Tant que cette zone-là est, on va dire, entre guillemets, intouchable, intacte, si je peux me permettre, et donc vous allez continuer à vendre du crédit carbone. Exactement, c'est ça. Est-ce que les populations comprennent ça? Facilement, nous avons un service de l'engagement communautaire qui est chargé de faire comprendre ça aux communautés. D'accord. Les messages passent par le comité local de développement qu'on a installé partout. On leur explique la chose et ils comprennent facilement. Aussi longtemps qu'ils gardent très bien leurs forêts, leurs revenus augmentent. Parce que l'arbre grossit et la séquestration augmente également. Ils ont compris ça. Et c'est ça. Alors, qu'en est-il de produits lignés et non lignés se trouvant dans la zone intégrale? Non, on n'y touche pas.
On n'y touche pas, directeur. Vous êtes en train de me dire qu'aujourd'hui, les chenilles, comment on appelle ça, c'est que mes frères Bandundu aiment bien manger là. Les histoires là sont comme les ndembi là, on n'y touche pas non plus. Vous voulez me dire que les sangliers, les porc-épics qui se trouvent dans cette partie-là, on n'y touche pas non plus? Madame, je vais t'expliquer une chose. Oui. Au départ, on a suivi une méthodologie. On a fait des enquêtes auprès des communautés locales. Nous avons ciblé, par exemple, sur les gibiers, ciblé quelques chasseurs. Nous sommes venus vers eux. On leur explique. Papa, Tika Mundo qui n'a pas chassé, on te donne $100, tu deviens agronome. Au départ, c'était un peu difficile. Difficile. Eux, ils n'y croyaient pas. On a commencé ça, je me rappelle, si je me souviens bien, c'était à Ibali. Il y avait un grand chasseur, un grand braconnier là, très reconnu. Nous sommes venus vers lui, on l'a expliqué. Est-ce que tu peux faire ça, ça? Il dit, bon, on va essayer. $100 par mois. Bon, il compare son revenu et par rapport à ce qu'on lui paye, il dit, là, tu es Mondoki. On l'a formé, maintenant il est agronome. Il est agronome à Ibali. Donc il est, on va dire, salarié? Il est salarié. Des ERA Congo. Exactement. Et ça a pris, tu vois, ça a pris de l'engouement. Et tous les chasseurs, tous les braconniers ont déposé leurs armes. Est-ce que vous allez nous dire aujourd'hui que tous les braconniers, tous les chasseurs, tous ceux-là qui travaillaient, en tout cas, qui vivaient des produits forestiers, sont convertis en vos salariés? Ça, je vous rassure. Vous avez engagé tout ce monde-là? Oui. Vous engagez tout ce monde-là? Ils sont soit éco-gardes, soit agronomes. Oui. D'ailleurs, pour preuve, il y a un retour massif des éléphants dans la concession, parce qu'il n'y en avait plus, à cause de bruit de l'exploitation. Ah, mais pour parler des éléphants, qu'en est-il des conflits homme-faune avec l'arrivée des éléphants? Forcément, il y a des conflits homme-faune. Comment vous gérez ces conflits, surtout que la loi est muette sur la question? La loi ne dit rien. Comment vous gérez ce problème des conflits homme-faune avec les éléphants qui sont de retour? Nous dédommageons les foyers et les champs que les éléphants attaquent. Là, vous le faites comme ça vous semble bon, n'est-ce pas? Non, 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 non. Comme je vous l'ai dit tantôt là, dans chaque village, il y a un comité local de développement. Et si votre champ est attaqué, et vous vous plaignez auprès du comité. Parce qu'il y a un règlement de conflit entre la société et nos communautés. Et le comité local de développement nous envoie la lettre à travers nos ingénieurs qui suivent la concession. Et on va vers les foyers en question. On discute. Et on paye. Vous aviez dit que votre objectif principal ou la raison d'être du projet, c'était la conservation. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que vous avez atteint quel pourcentage de votre objectif après 12 ans de travail? 12 ans, vraiment, nous sommes dans les bons. Bon, en termes de pourcentage, bon, là, je ne peux pas m'exprimer. Mais vraiment, ça va. Vous êtes dans les bons donc. Et donc on peut aujourd'hui considérer que les forêts de cette partie du Mai Ndombe sont préservées, sont conservées. Conservées et restaurées. Conservées et restaurées même. Oui. Parce qu'au départ du projet, il n'y avait rien comme forêt. Dans la zone d'exploitation, il y avait Mpatambalou, tout ça qui est là. Mais il faut voir maintenant, il y a vraiment la restauration de la forêt là. Ok. Donc on peut dire aujourd'hui que le sol est fertilisé. On peut dire aujourd'hui que la population a arrêté les pratiques prohibées telles que l'agriculture itinérante sur brûlé. Aujourd'hui, la population se tourne vers les activités telles que la pisciculture, on l'a vu avec votre ingénieur, je crois Claude. Vous pouvez dire aujourd'hui que les enfants qui vivent autour de vos forêts sont scolarisés? Ça, je vous l'affirme. Mais vous ne donnez pas le pourcentage de l'atteinte de vos objectifs. Mais nous allons très bien, nous avançons très bien. Donc c'est près de ces 53 villages qui vivent ou qui dépendent justement du projet Mai Ndombe Red Plus. Est-ce un motif d'encouragement pour vous étendre sur d'autres secteurs de la province ou du territoire ou de la province de Mai Ndombe? Oui, madame, nous avons beaucoup de sollicitations. Merci beaucoup, directeur. Alors, mesdames et messieurs, on est arrivé à la fin de cet entretien et pratiquement à la fin de cette émission. Juste une petite phrase. Les pratiques durables dans tous les secteurs sont essentielles à la santé
écologique. C'est par cette phrase que va se clôturer votre tranche écologique Objectif Vert. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme chez vous. Restez avec nous. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.